Chapitre 1, le retour des soldats. Le colonel 3 Brennan avait vu suffisamment de sang en 23 ans de service militaire pour remplir un lac, mais rien ne l'avait préparé à la vue de la voiture de sa femme Linda dans l'allée de la résidence hors base du général Frank Morrison. L'appareil photo numérique qu'il tenait dans ses mains lui semblait plus lourd que le fusil qu'il avait porté lors de 3 déploiements. 3 était rentré plus tôt que prévu de ce qui devait être une mission d'entraînement de 6 mois en Bulgarie. La raison officielle de son retour anticipé était une urgence familiale qu'il avait inventée grâce à de falsifier des documents médicaux, une compétence acquise lors de missions Black Ops où l'authenticité était synonyme de survie. La véritable raison était gravée dans la carte mémoire de son appareil photo, 47 photos de la Lexus argentée de sa femme garée chez Morrison au cours des 2 dernières semaines. La plaque d'immatriculation était clairement visible. Il avait des soupçons depuis des mois. L'intérêt soudain de Linda pour les cours de yoga du soir, qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait jamais amélioré sa souplesse. Ses appels téléphoniques, interrompus brutalement dès son entrée dans la pièce. La façon dont elle tressaillit lorsqu'il la toucha, comme si ses mains portaient la trace de toutes les missions dont il n'avait jamais parlé. Mais c'était le test de grossesse qu'il avait trouvé dans son sac à main. Positif alors qu'il n'avait pas eu de relation intime depuis 4 mois. Cela avait déclenché son enquête méthodique. 3 gara son Silverado noir 3 maisons plus loin et activa le micro-casque longue portée qu'il avait emprunté à la base. Grâce à ses écouteurs, il entendit la voix de Morrison. Lorsqu'il sera déployé en Syrie le mois prochain, nous aurons 6 mois pour comprendre. L'enfant n'a pas à être son problème. Le rire de Linda était comme du verre brisé. 3 est tellement concentré sur son rôle de soldat parfait qu'il n'a jamais remarqué qu'il échouait en tant que mari. Ce bébé mérite un père réellement présent. La réponse de Morrison lui glaça le sang. En parlant de 3, j'ai quelque chose de spécial prévu pour lui. Une mission qui résoudra tous nos problèmes définitivement. 3 avait tué 43 combattants ennemis au cours de sa carrière. Il avait soutiré des informations aux prisonniers en utilisant des méthodes qui ne figuraient dans aucun manuel. Il avait orchestré la mort de criminels de guerre avec la précision d'un horloger suisse. Mais entendre sa femme et son commandant discuter nonchalamment de son élimination tout en planifiant leur avenir ensemble réveilla en lui quelque chose de plus sombre que n'importe quel champ de bataille. Il éteignit l'appareil et sortit son téléphone satellite crypté. Son premier appel fut adressé au sergent-chef Rico Vega, son opérateur le plus fiable et le seul homme au courant du réseau de renseignement de 3S Offbook. Rico, j'ai besoin d'un service. Effectuer une vérification approfondie des antécédents du général Morrison. Tout, finances, famille, dossiers militaires, relations personnelles, surtout si des proches sont en service outre-mer. À quelle profondeur parlons-nous, colonel? À une profondeur inouïe. Enrico, ça reste entre nous. Son deuxième appel fut adressé au docteur Patricia Mills, une psychiatre militaire qui lui devait la vie après qu'il l'eut extraite d'un convoi médical compromis en Afghanistan. Elle était aussi la professeure de yoga de Linda, la vraie. Patricia, j'ai besoin de savoir si ma femme a assisté à vos séances du soir. Cette pause lui en dit long. 3. Linda n'a pas assisté à des cours de yoga depuis 3 mois. Elle m'a dit qu'elle prenait une pause pour des raisons personnelles. Après avoir raccroché, 3 s'est assis dans son camion et a ressenti le calme familier qui précède toute opération majeure. Sa femme et son commandant lui avaient déclaré la guerre sans se rendre compte qu'ils avaient affaire à un homme qui avait passé 2 décennies à perfectionner l'art de la guerre. L'ironie ne lui échappait pas. Morrison s'apprêtait à l'envoyer dans ce qu'il pensait être une mission suicide, ignorant que 3 était déjà mort au moment où il avait entendu leur conversation. Ce à quoi Morrison serait confronté à son retour ne serait pas le soldat loyal qui avait servi sous ses ordres pendant 8 ans. Ce serait quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner de leur destruction. Chapitre 2. La mission impossible. 3 jours plus tard, 3 était assis dans la salle de briefing stérile de Fort Harrison, scrutant les visages autour de la table de conférence. Le général Morrison commandait la salle avec sa présence théâtrale habituelle. Mais 3 remarqua alors des indices subtils qui lui avaient échappé. La façon dont le regard de Morrison s'attardait sur son alliance, son léger sourire narquois lorsqu'il évoquait les projections de perte. Messieurs, l'opération Nuit Noire est une extraction prioritaire, annonça Morrison en visionnant les images satellites sur le projecteur. Les renseignements indiquent que le capitaine Dal Morrison, sans lien de parenté, ajouta-t-il avec une désinvolture éprouvée, est détenu dans un camp terroriste dans la province côtière. Il nous faut le voir vivant. 3 sourit presque.
Le frère de Morrison avait été signalé comme qui a 6 mois auparavant, mais selon le réseau de renseignement privé de Troy, Dal Morrison avait été capturé et trahi. Il fournissait désormais des informations aux forces ennemies tout en conservant sa couverture de prisonnier. Le fait que Frank Morrison ait menti sur le lien familial confirmait les soupçons de Troy quant au véritable objectif de la mission. Le camp est fortement fortifié, poursuivit Morrison. Les renseignements suggèrent une garnison de 12 hommes dotés de systèmes d'alerte avancés. Le point d'extraction se trouve à 15 clics en territoire hostile, sans soutien aérien. Le lieutenant-colonel Barnes, l'assistant de Morrison, se pencha en avant. Monsieur, sauf votre respect, cette mission semble relever d'une escouade complète, et non d'un seul opérateur. Le sourire de Morrison était ténu. Le colonel Brennan se porta volontaire pour une insertion en solo. Son expérience de la reconnaissance en profondeur le rendait particulièrement qualifié. Le regard de Morrison croisa celui de Troy. Vous ne reviendrez pas de cette fois, soldat. Les mots restèrent suspendus comme une condamnation à mort. Autour de la table, les collègues de Troy semblaient mal à l'aise. Le capitaine qui avait servi sous les ordres de Troy dans un rocher, remua sur son siège comme s'il s'apprêtait à protester. Troy se leva lentement, ses mouvements réfléchis. Quand dois-je être déployé, monsieur? Départ dans 6 heures. Des questions? Une seule. La voix de Troy était ferme, professionnelle. Quel est le protocole si le capitaine Morrison est compromis? La mâchoire de Morrison se serra presque imperceptiblement. Vous devez l'extraire quel que soit son état. Ce sont vos ordres, colonel. Compris, monsieur. Alors que le briefing se dispersait, le capitaine attrapa Troy par le bras. Voici Troy. Morrison t'envoie à la mort, et nous le savons tous. L'expression de Troy resta neutre. Parfois, la mission exige des sacrifices, c'est pour ça que nous nous sommes engagés. Mais intérieurement, Troy calculait déjà. Morrison voulait sa mort pour préparer sa liaison avec Linda. Ce que Morrison ignorait, c'est que Troy avait passé les 72 dernières heures à se préparer à ce scénario précis. Caché dans son équipement se trouvait un dispositif de communication quantique crypté qui lui permettrait de rester en contact avec Rico Vega tout au long de la mission. Plus important encore, Troy avait déjà établi le contact avec les terroristes qui, selon Morrison, retenaient son frère. Par l'intermédiaire d'intermédiaires au sein des services de renseignement afghans, Troy avait négocié un passage sécurisé vers le complexe en échange d'informations sur les opérations militaires américaines que Morrison vendait pour financer son train de vie hors de la base. Morrison pensait envoyer Troy à la mort. En fait, il l'envoyait directement à la source de renseignement qui anéantirait Morrison et Linda. 6 heures plus tard, alors que le transport de Troy décollait du tarmac, il examina le dossier que Rico avait constitué sur la famille Morrison. Dal Morrison n'avait pas seulement été capturé. Il avait été détourné par la cupidité de son propre frère. Frank Morrison vendait des informations classifiées depuis 2 ans, utilisant Dal comme point de contact avec les forces ennemies. La grossesse, la liaison, la mission suicide, tout cela faisait partie du plan de Frank Morrison pour éliminer les derniers détails et repartir de zéro. Ce que Morrison n'avait pas prévu, c'est que Troy Brennan ne se contentait pas d'éliminer les ennemis, il les anéantissait tandis que le transport sillonnait le ciel nocturne vers l'Afghanistan. Troy ferma les yeux et commença le rituel de préparation mentale qu'il utilisait avant chaque mission d'assassinat. Lorsqu'il atteindrait le camp, le colonel Troy Brennan serait endormi. Ce qui en émergerait serait une création de Morrison, mais qu'il ne pourrait jamais contrôler. Une arme avec une cible bien précise. Chapitre 3. Sang et fraternité. Le complexe ressemblait exactement à ce que les renseignements avaient décrit, une position fortifiée creusée à flanc de montagne, avec des champs de tir superposés et des systèmes d'alerte avancés sophistiqués. Ce que les renseignements n'avaient pas mentionné, c'est que l'ensemble du complexe était une opération de façade menée conjointement par Dal Morrison et le commandant taliban local. Troy s'approcha du périmètre à 3 heures du matin, évoluant sur un terrain qui aurait dû être impossible à traverser sans déclencher de multiples alarmes. Le fait qu'il ait atteint le mur extérieur sans incident confirma ses soupçons. Toute cette mission était une mise en scène, et il en était l'acteur involontaire. Il escalada le mur du complexe dans un silence d'entraînement, se laissa tomber dans la cour et se retrouva immédiatement face à 3 canons des AK-47. Les hommes qui les tenaient arboraient l'expression confiante de soldats qui l'attendaient. Le colonel Brennan, au centre, dit avec un accent anglais, « Vous êtes pile à l'heure ». Troy leva lentement les mains,
laissant tomber son fusil au sol. Je suis là pour le capitaine Morrison. Bien sûr que vous l'êtes. Il vous attend. Ils le conduisirent à travers des couloirs qui ressemblaient davantage à un centre de commandement militaire qu'à un repère terroriste. Les murs étaient tapissés d'équipements de communication de pointe, de liaisons satellites et de cartes détaillées des positions militaires américaines dans toute la région. Le capitaine Dal Morrison était assis derrière un bureau en acier dans ce qui avait été la salle d'interrogatoire du complexe. Il ne ressemblait en rien au prisonnier brisé que Troy s'attendait à trouver. Dal était rasé de près, bien nourri et portait un uniforme combinant des éléments militaires américains et des équipements tactiques locaux. « Colonel Brennan, mon frère, dit, vous nous rendez peut-être visite. » Troy resta debout, son regard scrutant chaque détail de la pièce. « Capitaine Morrison, je suis là pour vous extraire. » Dal rit, d'un rire dénué d'humour. « Me sortir de quoi? C'est l'opération la plus réussie que j'ai jamais menée. » Il désigna le matériel autour d'eux. « Il y a 18 mois, mon cher frère Frank m'a proposé quelque chose, fournir des renseignements aux forces locales, les aider à éviter les opérations américaines et partager les profits du matériel saisi et des rançons. Tu es un traître. Je suis un homme d'affaires. » Frank avait besoin de quelqu'un sur le terrain pour faciliter ses ventes d'informations. J'avais besoin d'un moyen de quitter une armée qui ne me donnerait jamais le grade de capitaine. Dal se dirigea vers une carte murale marquée d'épingles rouges. Chaque épingle représente une opération américaine mystérieusement compromise. Des itinéraires de convois tombés aux mains de l'ennemi. Des refuges moins sûrs. Des plannings de patrouilles divulgués aux forces qu'ils étaient censés éviter. Troy sentit un frisson le gagner. Combien d'Américains sont morts grâce à vos renseignements? 47 confirmés. Probablement plus. Le ton de Dal était conversationnel, comme s'il parlait de la météo. Frank était très précis sur les opérations à compromettre. Rien de trop évident, juste assez pour financer son train de vie effilé. Des gens gênants. Comme moi, et surtout comme vous. Dal retourna à son bureau et sortit un épais dossier. Frank m'a tout raconté sur votre femme. Une belle femme, enceinte de son enfant, si j'ai bien compris. Il ouvrit le dossier, révélant des photos de surveillance de Linda à différents endroits avec Frank Morrison. Il planifiait tout cela depuis des mois. Le déploiement en Syrie, la mission suicide, et même la fausse urgence familiale qui vous avait ramené plus tôt à la maison. L'expression de Troy resta neutre malgré la rage qui montait en lui. Il savait que je suis rentré plus tôt. Bien sûr qu'il le savait. Frank surveillait vos moindres faits et gestes grâce au système de sécurité de la base. Il voulait que vous découvriez la liaison, colonel. Il voulait que vous soyez en colère et déconcerté lorsque vous viendriez en mission. Dal sourit, révélant des dents tachées par des années de tabagisme. Il s'attendait à ce que vous mouriez lors de l'assaut sur ce complexe. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que vous franchissiez notre porte d'entrée. Alors, que se passe-t-il maintenant? Dal se renversa dans son fauteuil. Maintenant, vous contactez la base par radio et signalez mission accomplie. Dites à Frank que vous m'avez capturé et que je suis prêt pour l'extraction. Il enverra une équipe de récupération à l'endroit que je préciserai. Ensuite, toi et moi aurons une conversation très intéressante avec mon frère sur la loyauté familiale, l'éthique des affaires et le prix de la trahison. Le sourire de Dal se fit prédateur. Voyez-vous, le colonel Frank a commis une erreur cruciale. Il a supposé que le sang était plus fort que le profit. Mais j'ai enregistré chaque conversation, chaque transaction, chaque ordre qu'il m'a donné ces 18 derniers mois. Dal sortit un enregistreur numérique et appuya sur lecture. La voix de Frank Morrison emplit la pièce. Le problème Brennan doit être permanent, Dal. Peu importe comment vous y parviendrez, mais il ne peut pas revenir de cette mission. Linda et moi voulons qu'il parte. Troy écouta 12 minutes de conversation enregistrée détaillant non seulement son élimination planifiée, mais aussi la mort de 6 autres soldats qui avaient découvert divers aspects de l'opération de Frank Morrison. À la fin de l'enregistrement, Dal regarda Troy avec une sorte de respect. Frank m'a dit que vous étiez un homme dangereux, colonel. Il avait tort. Vous n'êtes pas dangereux. Vous l'êtes. Inévitable. Et en ce moment, l'inévitable Frank Morrison est assis dans mon camp, à écouter des preuves qui le détruiront, lui et tous ceux qui lui sont chers. Troy sourit pour la première fois depuis 3 jours. Ce n'était pas une expression agréable. Capitaine Morrison, je crois qu'il est temps d'appeler votre frère.
Chapitre 4. La toile d'araignée. 12 heures plus tard, 3 déclencha sa radio depuis le centre de communication du camp, sa voix portant le ton épuisé d'un soldat ayant survécu de justesse au contact ennemi. Base, ici Broken Arrow. Mission accomplie. Colis sécurisé, mais blessé. Demande d'évacuation médicale immédiate à la référence de grille 317492. La voix du général Morrison grésillait dans les parasites. Broken Arrow, confirmez l'état du colis. Le colis est vivant mais critique. Blessures internes possibles. Nous avons besoin d'une équipe médicale complète et d'un moyen de transport. Il y eut un silence qui dura exactement 17 secondes, compta 3. Lorsque Morrison reprit la parole, sa voix portait une subtile pointe de surprise. Copier Broken Arrow. Évacuation médicale en route vers votre position. État 4 heures. 3 éteignit la radio et se tourna vers Dal Morrison qui surveillait la conversation depuis un équipement de surveillance. Il est surpris que je sois en vie. Il est terrifié que vous soyez en vie, corrigea Dal. Frank s'attendait à ce que votre corps soit retrouvé dans les décombres de ce complexe après une fusillade qui a mal tourné. Au lieu de cela, vous avez capturé son frère et demandé son extraction. Dal a affiché une carte numérique indiquant les mouvements des avions. Il enverra l'équipe médicale, mais aussi une équipe de nettoyage. Autrement dit, Frank aura des snipers positionnés pour nous éliminer tous les deux pendant l'extraction. Il ne peut pas risquer que je parle et il ne peut pas vous laisser revenir avec des preuves de son opération. 3 étudia la situation tactique. Le complexe était situé dans une vallée avec des voies d'accès limitées, ce qui en faisait une zone de destruction parfaite pour quiconque contrôlait les hauteurs. Morrison positionnerait son équipe de nettoyage sur les crêtes environnantes et éliminerait les 2 frères Morrison pendant l'extraction. Que proposez-vous, capitaine? Dal sourit, révélant un niveau d'intelligence tactique qui expliquait comment il avait survécu 18 mois. Sous couverture. Nous donnons à Frank exactement ce qu'il attend, 2 frères Morrison morts et une histoire mémorable. Au cours des 2 heures suivantes, Dal élabora un plan à la fois élégant et brutal. Utilisant le vaste réseau de surveillance du complexe, ils allaient mettre en scène une fusillade entre 3 et les supposés terroristes qui retenaient Dal prisonnier. La scène finale montrerait 3 éliminant le chef terroriste qui menaçait Dal, avant d'être abattu par un sniper caché, Dal lui-même. Les 2 frères Morrison seraient apparemment morts dans la fusillade, offrant à Frank la résolution claire dont il avait besoin. En réalité, Dal prendrait une nouvelle identité qu'il avait préparée depuis des mois, avec un itinéraire d'extraction et des ressources financières. 3 seraient déclarés morts au combat, son corps étant censé avoir été détruit lors de la destruction du complexe. Puis 3 demanda, alors nous deviendrons tous les 2 des fantômes. Colonel libre d'opérer en dehors des canaux officiels avec un objectif commun. Détruire Frank Morrison et tous ceux qui l'ont aidé. 3 réfléchit à la proposition. Simuler sa mort le libérerait des réglementations militaires, des contraintes légales et des obligations morales. Il pourrait assouvir sa vengeance sans risquer la cour martiale ni les dommages collatéraux pour sa carrière militaire. Plus important encore, cela lui permettrait de rentrer aux États-Unis mort, invisible à la surveillance, libéré de toute contrainte légale et totalement libre de démanteler la vie de Frank Morrison morceau par morceau. J'aurai besoin d'accéder à vos dossiers de renseignements sur l'opération de Morrison, dit 3, déjà prêt. Dal lui tendit une clé USB cryptée. Tout ce que Frank a vendu, toutes les personnes qu'il a trahies, toutes ses transactions, plus un supplément. Des relevés financiers prouvant que Linda a reçu des paiements mensuels de Frank au cours des 6 derniers mois. L'expression de 3 resta inchangée, mais Dal remarqua que ses mains se serraient imperceptiblement. Votre femme n'avait pas seulement une liaison, colonel. C'était un atout rémunéré. Frank l'utilisait pour surveiller vos activités, tenir des comptes sur votre emploi du temps et fournir des renseignements sur votre état psychologique. La clé USB cryptée contenait des informations bancaires. Des documents attestant de versements mensuels de $5000 sur le compte personnel de Linda, ainsi que des rapports détaillés qu'elle avait rédigés sur le comportement de 3, ses programmes de mission et son état émotionnel, indiquaient son élimination. Le rapport le plus récent, daté de 3 jours avant le déploiement de 3, contenait une évaluation psychologique recommandant son élimination, jugée de plus en plus instable et potentiellement dangereuse pour la sécurité opérationnelle. Elle m'a vendu, dit 3 doucement. Elle vous a vendu. Elle a vendu votre mariage et elle a vendu 47 soldats américains. La voix de Dal exprimait un véritable dégoût. Frank a peut-être orchestré cette opération, mais Linda l'a rendue possible.
Elle a fourni les informations privilégiées qui ont permis à Frank de cibler des personnes et des opérations spécifiques. 3 ferma les yeux et sentit les dernières traces du colonel 3 Brennan, mari, soldat, patriote, s'éteindre dans l'air froid des montagnes afghanes. Ce qui restait était quelque chose de plus simple et d'infiniment plus dangereux. Une arme avec une cible. Quand l'équipe médicale arrive-t-elle, demanda-t-il. Dal regarda sa montre. 2h37. Il nous reste ensuite 2h37 pour organiser les funérailles de Frank Morrison. Chapitre 5. Le défunt Gambi. L'extraction médicale s'est déroulée exactement comme Dal l'avait prédit. L'équipe de nettoyage de Frank Morrison est arrivée 30 minutes avant l'hélicoptère médical officiel. 3 équipes de snipers ont été déployées sur les crêtes environnantes. Grâce au système de surveillance du complexe, 3 et Dal les ont observés établir des champs de tir superposés qui élimineraient les 2 frères Morrison dès leur apparition dans la zone d'extraction. La fusillade simulée a commencé à 14 heures. Utilisant des charges explosives prépositionnées et des mouvements soigneusement chorégraphiés, 3 et Dal ont créé l'illusion d'une bataille acharnée entre les forces américaines et des terroristes retranchés. Des grenades fumigènes ont masqué les caméras de surveillance aux moments cruciaux, leur permettant de déplacer les corps et de réorganiser la scène. Le point culminant est survenu lorsque 3 a semblé éliminer le chef terroriste, menaçant Dal, avant d'être abattu par un sniper caché, Dal lui-même, tirant à blanc tandis qu'une charge explosive dissimulée créait l'illusion d'un coup fatal. Les 2 hommes se sont effondrés dans des positions rendant toute identification formelle impossible depuis les positions des snipers. Par son oreillette, 3 a entendu Frank. La voix de Morrison dirigeant l'équipe de nettoyage. Confirmez que les 2 cibles sont à terre. Je veux une identification formelle des corps. La réponse du tireur d'élite principal était professionnelle. 2 qui a confirmé. Général, les 2 frères Morrison ont été éliminés. Le complexe est prêt à être démoli. Compris. Lancez des charges de termites et retirez-vous. Faites croire que les terroristes ont détruit le complexe pour empêcher la récupération de renseignements. Alors que l'équipe de nettoyage se retirait, 3 et Dal empruntèrent les tunnels secrets du complexe jusqu'à un réseau de grottes que Dal avait préparé comme voie d'extraction d'urgence. Derrière eux, le complexe explosa en une série d'explosions qui ne laissèrent que des décombres et les restes calcinés de 2 corps soigneusement sélectionnés. 6 heures plus tard, 3 et Dal se trouvaient dans une planque à câbles qui n'existait officiellement pas. Dal avait activé un réseau d'extraction qu'il avait construit en 18 mois, avec de nouvelles identités, des ressources financières et des moyens de transport. Frank rapportera que nous sommes tous 2 morts en héros, dit Dal, en surveillant les communications militaires américaines. Vous avez éliminé une cible de grande valeur et secouru un collègue officier à le prix de votre propre vie. Il vous recommandera probablement pour une médaille d'honneur prestigieuse. 3 étudier les dossiers de renseignement du réseau de Frank Morrison, croisant les dossiers financiers avec les chronologies opérationnelles. Quelle est l'ampleur de son opération? Plus vaste que vous ne le pensez, Frank ne se contentait pas de vendre des informations. Il manipulait des missions entières pour en tirer profit. L'attaque du convoi qui a tué le lieutenant Rodriguez. Frank a modifié l'itinéraire pour le faire passer à travers une embuscade préparée. Le raid raté contre la planque terroriste à Kandahar. Frank les a prévenus 12 heures à l'avance. 3 a trouvé le dossier qu'il cherchait. L'opération Crimson Shield, une opération conjointe entre les forces américaines et afghanes qui avait entraîné la mort de 16 soldats américains. Selon les archives de Dal, Frank Morrison avait vendu les détails opérationnels aux forces ennemies pour $200 000. 3 a pointé du doigt le dossier de cette opération. Le capitaine a perdu toute son escouade. Frank avait besoin d'un événement aux pertes élevées pour justifier le renforcement des mesures de sécurité qui lui donneraient accès à davantage d'informations classifiées. L'escouade de Hay a été sacrifiée pour la carrière de Frank. Avancement. 3 ferma le dossier et regarda Dal avec l'expression qu'il avait prévenue avant d'éliminer des cibles de grande valeur. Je veux que Frank Morrison comprenne exactement ce qu'il a perdu avant de mourir. Je veux qu'il voie sa carrière détruite, sa réputation ruinée, ses liens familiaux rompus. Je veux qu'il perde tout ce qui compte pour lui. Et votre femme? Linda a cessé d'être ma femme dès qu'elle a pris l'argent de Frank. Maintenant, elle n'est plus qu'un ennemi de plus à neutraliser. Dal hocha la tête, comprenant les mathématiques froides de la vengeance. Quel est le plan? 3 sortit une carte détaillée de Fort Harrison et des zones civiles environnantes. Nous sommes rentrés aux États-Unis en fantôme. Sans identité officielle,
sans dossier militaire, sans contrainte légale. Frank pense avoir éliminé ses problèmes, ce qui signifie qu'il sera négligent. Et Linda. Linda est enceinte de Frank et se croit veuve. Elle sera vulnérable, isolée et dépendra de Frank pour son soutien émotionnel. Cette dépendance deviendra une arme. Au cours des 4 heures suivantes, Troy et Dal élaborèrent un plan. Un plan ambitieux visant à détruire systématiquement la vie de Frank Morrison tout en entretenant l'illusion de la mort de ses 2 frères. Dal resterait à l'étranger, fournissant de faux renseignements au réseau restant de Frank tout en documentant chaque transaction. Troy retournerait aux États-Unis et entamerait un travail minutieux de guerre psychologique. Frank a un fils de son premier mariage, remarqua Dal en consultant un dossier familial. Kevin Morrison, 19 ans, étudiant en 2e année à West Point. La fierté et la joie de Frank. Troy étudia la photo et le dossier universitaire du jeune homme. Quel genre de relation entretiennent-ils? Compliqué. Kevin idolâtre son père, mais il en veut au mode de vie militaire qui a tenu Frank à l'écart pendant son enfance. Frank tente de renouer leur relation en impliquant Kevin dans ses activités commerciales. Cela signifie que Kevin transmettait sans le savoir des messages entre Frank et ses contacts civils. Frank lui a dit que c'était lié au conseil en renseignement, mais Kevin servait de porte-parole pour l'opération. Troy sourit, y voyant une opportunité. Si Kevin découvrait ce que son père faisait réellement, cela le détruirait. Ce jeune homme a un sens moral qui donne aux scouts une image éthique. Flexible. Découvrir que son père est responsable de la mort d'Américains le briserait complètement, ou le transformerait en allié. Dal. Réfléchis à cela. Tu veux recruter le fils de Frank Morrison. Je veux donner à Kevin Morrison le choix entre être la victime ou le juge de son père. Frank a détruit l'innocence de Kevin en l'impliquant dans l'opération. Kevin mérite de restaurer son honneur. Tandis qu'ils finalisaient leur plan, Troy ressentit le calme familier qui précède toute opération d'envergure. Frank Morrison lui avait déclaré la guerre en l'envoyant en mission suicide, corrompant sa femme et causant la mort de 47 soldats américains. Ce que Frank ne comprenait pas, c'est que la guerre était le terrain de jeu naturel de Troy Brennan. Et dans cette guerre, il n'y aurait ni prisonniers, ni pitié, ni survivants. Frank Morrison allait découvrir pourquoi le colonel Troy Brennan avait été l'agent le plus redouté de l'armée. Malheureusement pour Frank, il l'apprendrait en tant que civil. Chapitre 6. Le retour du fantôme. 3 semaines plus tard, un homme qui n'avait jamais existé traversa la frontière canadienne pour entrer dans l'État de Washington. Grâce à des documents d'identité à la fois parfaits et totalement fictifs, le passeport l'identifiait comme Marcus Webb, consultant en sécurité privée de retour d'un contrat en Europe de l'Est. Les dossiers justifiant cette identité comprenaient des relevés d'emploi, des déclarations de revenus et un historique de crédit remontant à 7 ans. Troy Brennan était officiellement décédé, inhumé avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. Le général Frank Morrison avait assisté aux funérailles, qui avait prononcé un émouvant éloge funèbre sur le sacrifice et l'héroïsme, tandis que Linda Brennan se tenait au premier rang, visiblement enceinte et apparemment dévastée par le chagrin. Marcus Webb louait un modeste appartement à Seattle et avait établi l'infrastructure commerciale légitime d'une société de conseil en sécurité. Pour quiconque enquêtait sur ses activités, il apparaissait comme un ancien entrepreneur militaire en pleine carrière civile. En réalité, il surveillait le réseau étendu de Frank Morrison et préparait la première phase de son opération. L'idée clé qui guida la planification de Troy était simple, la force de Frank Morrison résidait dans sa position au sein de la hiérarchie militaire. Éloigné de cet environnement, il devenait vulnérable aux forces de l'ordre civil, à la justice civile et aux ennemis civils. La première cible de Troy ce n'était pas Frank Morrison qui était en cause. C'était sa crédibilité. S'appuyant sur les renseignements recueillis dans les dossiers de Dal, Troy lança une campagne de communication anonyme auprès du bureau de l'inspecteur général du département de la Défense. Les informations furent soigneusement triées afin de soulever des questions sur les décisions opérationnelles de Frank Morrison sans révéler l'ampleur de sa trahison. Pourquoi tant d'évaluations de Morrison se sont-elles révélées inexactes? Pourquoi les forces ennemies semblaient-elles anticiper les opérations que Morrison avait contribué à planifier? Pourquoi Frank Morrison avait-il bénéficié d'un accès inhabituel à des informations classifiées malgré son rôle administratif? Chaque enquête était étayée par des preuves soigneusement sélectionnées, apparemment issues de multiples sources indépendantes. Troy avait appris lors de missions secrètes que le moyen le plus efficace de détruire un ennemi était de le forcer à se détruire lui-même par ses propres réactions aux pressions. La réaction de Frank Morrison à l'enquête était prévisible.
Il commença à brouiller les pistes en éliminant les preuves et en réduisant au silence les témoins potentiels. Cette dissimulation créa précisément le modèle de comportement suspect qui justifierait une enquête plus approfondie. Tandis que Frank Morrison subissait la surveillance croissante de l'inspecteur général, Troy tourna son attention vers Linda. La veuve enceinte d'un héros de guerre aurait dû. Il était intouchable, protégé par la sympathie et les conventions sociales. Mais Troy connaissait sa femme mieux que quiconque et comprenait sa faiblesse fondamentale. Linda Brennan n'a pas pu résister à l'envie de s'immiscer dans le drame des autres. Troy a créé ce drame en se faisant passer pour David Shinn, un journaliste militaire enquêtant sur des incohérences dans la dernière mission du colonel Troy Brennan. David Shinn a contacté Linda Brennan directement, lui faisant part de sa confusion quant à certains aspects de la mort de son mari, qui ne correspondaient pas aux rapports officiels. Pourquoi Troy s'était-il porté volontaire pour une mission solo alors que le protocole standard exigeait le soutien d'une escouade? Pourquoi le complexe avait-il été si complètement détruit qu'une identification formelle était impossible? Pourquoi le général Morrison avait-il été si prompt à recommander Troy pour des distinctions honorifiques posthumes alors que leur relation professionnelle était apparemment tendue? Les réponses de Linda à ces questions ont révélé l'ampleur de son implication dans l'opération de Frank Morrison. Elle a spontanément fourni des informations sur le comportement erratique de Troy dans les semaines précédant son déploiement, son obsession pour les documents classifiés et sa paranoïa croissante à l'égard du commandement militaire. Chaque conversation a été enregistrée, constituant ainsi un dossier complet. Cela démontrait la connaissance de Linda d'opérations classifiées auxquelles elle n'aurait jamais dû avoir accès. Plus important encore, son empressement à dénigrer la réputation de son défunt mari révélait la froideur qui l'avait conduite à le trahir. La pression psychologique commença à porter ses fruits en 2 semaines. Frank Morrison buvait beaucoup, commettait des erreurs dans la sécurité de ses communications et devenait de plus en plus paranoïaque face aux menaces potentielles. Linda prenait des sédatifs pour gérer son anxiété tout en essayant de maintenir l'image publique d'une veuve de guerre endeuillée. Aucun d'eux ne soupçonnait que leur plus grand ennemi opérait librement dans leur monde, invisible et patient. La percée de Troy survint lorsque Frank Morrison commit une erreur critique. Il contacta le lieu supposé de la tombe de Dal Morrison en Afghanistan pour vérifier que son frère était bien mort. Cette communication fut interceptée par Dal, qui était bel et bien vivant et surveillait tout le trafic lié à sa disparition officielle. Le message de Frank était révélateur. Il fallait confirmer que tous les détails avaient été réglés correctement. Une entreprise familiale exige une certitude absolue. La réponse de Dal était parfaitement formulée. Tous les comptes étaient réglés comme convenu. Plus aucune dette impayée. L'affaire se conclut de manière satisfaisante. Mais Frank Morrison était trop paranoïaque pour accepter cette confirmation. Il lança sa propre enquête sur la mort de son frère, utilisant des ressources militaires pour examiner la destruction du complexe et le processus d'identification des corps. Cette enquête créa précisément la piste de preuve dont Troy avait besoin pour justifier la deuxième phase de son opération, la confrontation directe. Frank Morrison ne se contentait plus de dissimuler ses crimes, mais utilisait activement des ressources militaires pour enquêter sur des opérations militaires, franchissant les limites qui justifieraient l'intervention des services de renseignement militaires. Troy sourit en observant les communications de plus en plus désespérées de Frank. Le général était sur le point de découvrir que certains fantômes étaient plus dangereux que n'importe quel ennemi vivant qu'il avait jamais affronté. Et ce fantôme-là attendait depuis 3 semaines que Frank Morrison commette exactement la même erreur. Chapitre 7. Le piège des sources. Kevin Morrison était assis dans sa chambre de West Point, les yeux rivés sur l'enveloppe livrée en 24 heures. Pas d'adresse de retour, pas de marque d'identification, juste son nom écrit en lettres capitales sur du papier à lettres coûteux. À l'intérieur se trouvait une photographie et une note tapée sur du papier ordinaire. La photographie montrait son père, le général Frank Morrison, acceptant une mallette des mains d'un homme que Kevin ne reconnaissait pas. L'horodatage il indiquait qu'elle avait été prise 6 mois plus tôt dans un restaurant d'Alexandria, en Virginie. Le message était bref. Votre père a vendu des informations classifiées qui ont entraîné la mort d'Américains. Si vous voulez des preuves, retrouvez-moi au Jefferson Memorial demain à 14 heures. Venez seul, sinon ces preuves seront directement diffusées dans les médias. Les mains de Kevin tremblaient en examinant la photo. Son père l'avait élevé dans des histoires d'honneur, de devoir et de sacrifice militaire. Frank Morrison était le héros de Kevin, l'homme qui l'avait inspiré à rejoindre West Point et à poursuivre une carrière militaire. Mais la photo suggérait quelque chose d'impensable, que son héros était un traître.
Kevin avait remarqué des changements chez son père au cours de l'année écoulée. Frank buvait davantage, dépensait de l'argent pour des articles coûteux qu'il ne pouvait pas se permettre avec un salaire de base, et affichait un cynisme à l'égard du service militaire qui contredisait tout ce qu'il avait appris à Kevin sur l'honneur et le devoir. Plus troublantes étaient les missions de conseil pour lesquelles Frank avait demandé l'aide de Kevin, livraison de colis à des entrepreneurs civils, transmission de messages entre Frank et divers associés, et fourniture d'informations sur les procédures de sécurité de West Point et les emplois du temps des cadets. À l'époque, Kevin avait supposé que ces activités relevaient d'activités militaires légitimes. En y repensant à la lumière de la photo, il réalisa qu'il s'agissait peut-être d'une toute autre histoire. Le lendemain après-midi, Kevin se tenait au Jefferson Memorial, vêtu de son uniforme de West Point, avec l'impression que son monde entier était en équilibre sur le fil du rasoir. L'homme qui l'aborda n'avait rien de remarquable. Taille moyenne, vêtements neutres, le genre d'homme capable de se fondre dans la foule. Cadet Morrison, merci d'être venu. Êtes-vous journaliste? La voix de Kevin était ferme malgré son trouble intérieur. Je connaissais les victimes de votre père. L'homme tendit une tablette à Kevin. Ce que vous allez voir va changer votre vie à jamais. Vous pouvez partir immédiatement et faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, ou vous pouvez apprendre la vérité sur les agissements de votre père. Kevin prit la tablette d'une main tremblant à peine. Montre-moi. S'ensuivirent 47 minutes de preuves qui détruisirent systématiquement la compréhension qu'avait Kevin Morrison de son père, de sa famille et de son propre rôle involontaire dans l'opération. Des documents financiers attestant des paiements versés à Frank Morrison par des marchands d'armes. Des journaux de communication détaillant la vente de renseignements opérationnels. Plus accablant encore, des enregistrements de Frank Morrison discutant de l'élimination du colonel 3 Brennan et d'autres soldats qui avaient découvert des aspects de son opération. Combien d'Américains sont morts à cause des informations vendues par mon père? La voix de Kevin était à peine audible. 47 minutes confirmées. Probablement plus. 3 observa attentivement le visage du jeune homme, reconnaissant le moment exact où le culte du héros de Kevin Morrison s'éteignit à jamais. Ton père t'a impliqué dans son opération, Kevin. Les colis que tu as livrés contenaient des informations classifiées. Les messages que tu transportais coordonnaient des ventes d'armes avec les forces ennemies. Kevin leva les yeux de la tablette, ses yeux reflétant une douleur que 3 reconnut dans son propre miroir. Que veux-tu de moi? Je veux que tu m'aides à l'arrêter. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Je ne sais même pas qui tu es. 3 réfléchit attentivement à ce qu'il allait dire. Cet instant allait déterminer si Kevin Morrison deviendrait un allié ou un ennemi. Je m'appelle 3 Brennan. Votre père m'a envoyé en mission suicide pour m'éliminer en tant que témoin de son opération. Je suis censé être mort, tué au combat en sauvant votre oncle Dal. Le visage de Kevin devint blanc. Colonel Brennan, mais vous avez été tué en Afghanistan. Mon père a pris la parole à vos funérailles. Votre père a pris la parole à l'enterrement d'un cercueil vide, tout en me croyant mort. Votre oncle Dal et moi avons simulé notre mort pour échapper à son opération de nettoyage. 3 s'est assis à côté de Kevin sur les marches du mémorial. Votre père a ruiné mon mariage, corrompu ma femme et tenté de me faire tuer, mais son plus grand crime a été de vous impliquer dans son opération à votre insu et sans votre consentement. Que va-t-il se passer maintenant? 3 a remis à Kevin une deuxième tablette contenant des plans détaillés pour la dénonciation et les poursuites judiciaires de Frank Morrison. À vous de choisir qui vous voulez être. Vous pouvez être le fils de Frank Morrison, héritant de ses crimes et partageant sa disgrâce. Ou vous pouvez être Kevin Morrison, un cadet de West Point qui a préféré l'honneur à la famille lorsqu'il a dû choisir entre eux. Kevin a étudié les plans, en comprenant leurs implications. Cela le détruira complètement. Oui, et ma mère, ma sœur. Ils seront humiliés, mis en examen, peut-être poursuivis pour complicité. Votre mère a divorcé de votre père il y a 2 ans et n'a aucune connaissance de son opération. Votre sœur sert dans le corps de la paix au Guatemala et n'a plus aucun contact avec Frank depuis 18 mois. Ils sont innocents. Kevin hocha la tête, reconnaissant l'attention particulière portée aux dommages collatéraux. Quand est-ce qu'on commence? 3 sourit, se reconnaissant dans la décision du jeune homme. Nous commençons par enregistrer les aveux de votre père. Il pense que vous êtes un agent loyal qui l'aidera à échapper à l'enquête. Au lieu de cela, vous allez l'aider à avouer tous ses crimes. Comment? Demain soir,
votre père prévoit de transférer 300 000 $ en espèces de ses comptes offshore vers un coffre-fort en Suisse. Il aura besoin de votre aide pour transporter l'argent sans attirer l'attention. Pendant cette opération, vous porterez un micro qui enregistrera tout ce qu'il dira. Kevin se leva, se redressant pour prendre l'allure d'un soldat se préparant au combat. Et Linda, la femme du colonel Brennan? L'expression de Troy ne changea pas, mais Kevin remarqua que ses mains se crispaient légèrement. Linda Brennan devra répondre de ses crimes. Cette justice ne viendra peut-être pas d'un tribunal. Kevin comprit le sous-entendu et constata que cela ne le dérangeait pas autant. Il aurait dû. Certaines trahisons étaient trop graves pour la justice civile. Colonel, que se passera-t-il après la destruction de mon père? Troy contempla le mémorial Jefferson, pensant au sacrifice, au service et au prix de l'honneur. Après la destruction de votre père, vous retournerez à West Point et redeviendrez le genre d'officier qu'il prétendait être. Vous servirez avec honneur, protégerez les soldats américains et n'oublierez jamais le prix de la trahison. Et vous, Troy, vous vous levez, redevenant déjà invisible. Je disparais. Marcus Webb se retire dans la vie civile et Troy Brennan reste mort. En regardant Troy s'éloigner, Kevin réalisa qu'il n'était plus le fils de Frank Morrison. C'était un cadet de West Point qui avait choisi l'honneur plutôt que le sang, le devoir plutôt que la famille et la justice plutôt que la loyauté. Demain soir, il contribuerait à détruire l'homme qu'il avait élevé, et il le ferait sans hésitation ni regret. Chapitre 8. Confession d'un homme mort. La main de Frank Morrison tremblait légèrement tandis qu'il versait son troisième scotch de la soirée, la glace tintant contre le cristal dans son hôtel particulier d'Arlington. L'inspecteur l'enquête du général s'intensifiait et son réseau soigneusement construit commençait à se déliter. Pire encore, quelqu'un fournissait aux enquêteurs des informations auxquelles seule une poignée de personnes avaient accès. Il avait éliminé la plupart des témoins potentiels au cours des 2 dernières années, mais la mort de Troy Brennan avait laissé un élément crucial en suspens, les preuves que Troy avait pu rassembler avant son déploiement. Frank devait récupérer et détruire tout le matériel que Troy avait caché, ce qui impliquait d'accéder à la maison des Brennan pendant que Linda était à son rendez-vous prénatal. Kevin arriva à exactement 2000 heures, vêtu de civil et portant un sac de sport de style militaire, comme prévu. Frank remarqua que l'attitude militaire de son fils s'était accentuée au cours de l'année écoulée à West Point. Mais ce soir-là, Kevin semblait inhabituellement tendu. « Tout est prêt ?» demanda Frank, sans remarquer le fil presque invisible reliant le col de Kevin à un enregistreur scotché à sa poitrine. « Oui, monsieur. L'argent est conservé dans des conteneurs étanches, et j'ai organisé le transport jusqu'à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. » La voix de Kevin était ferme et professionnelle. « Papa, avant de continuer, je dois comprendre exactement ce que nous faisons. La somme d'argent en jeu suggère qu'il ne s'agit pas d'une affaire militaire classique. » Frank observa le visage de son fils, reconnaissant une leçon qu'il avait apprise à Kevin pendant son enfance, l'importance de comprendre sa mission avant de l'exécuter. « Kevin, ce que je vais vous dire ne doit jamais quitter cette pièce. Votre avenir dépend de votre discrétion absolue. »« Je comprends, monsieur. » Frank a activé un brouilleur de signal qu'il avait installé pour empêcher la surveillance électronique, ignorant que l'appareil d'enregistrement de Kevin était conçu pour fonctionner malgré de telles interférences. Ces 3 dernières années, j'ai complété les revenus de notre famille grâce à des conseils en renseignement pour divers prestataires privés. Quel genre de conseils en renseignement, d'évaluations opérationnelles, d'analyse de menaces, de recommandations stratégiques? La voix de Frank exprimait la confiance posée d'un homme habitué à cette explication. Certains de ces prestataires travaillent dans des zones grises. Kevin, pas illégal, mais pas entièrement autorisé par les autorités. Kevin a conservé son expression neutre tout en enregistrant chaque mot en interne. Qui sont ces prestataires? Des marchands d'armes, des sociétés militaires privées, des courtiers en renseignement. Ils paient des honoraires importants pour des informations qui les aident à éviter les conflits avec les opérations américaines. Frank termina son scotch et s'en servit un autre. L'argent que nous transférons ce soir représente le paiement de services de conseil qui me permettront de prendre une retraite confortable et de poursuivre tes études sans soucis financiers. De combien d'argent s'agit-il? 3 millions de dollars accumulés en 3 ans de conseil. Kevin sentit un pincement au cœur. La solde militaire de son père s'élevait à environ 120 000 dollars par an. Même des économies agressives ne suffisaient pas à couvrir 3 millions de dollars de liquidités. Papa, d'où venait exactement cet argent? L'expression de Frank se durcit légèrement.
Je t'ai parlé d'honoraires de conseil auprès de prestataires privés. Quelles informations précises vendais-tu à ces prestataires? La question planait comme une mine prête à exploser. Frank comprit que son fils ne demandait pas d'éclaircissement. Il menait un interrogatoire. Kevin, pourquoi poses-tu ces questions? Parce que 3 millions de dollars suggèrent que tu vendais plus que des évaluations et des recommandations. La voix de Kevin resta calme, mais sa posture avait pris celle d'un cadet de West Point confronté à un problème de discipline. Parce que les enquêteurs de l'inspecteur général ont posé des questions sur les failles de sécurité opérationnelle dans les missions que vous avez aidé à planifier, car 47 soldats américains sont morts lors d'opérations mystérieusement compromises. Frank a posé son verre avec une précision délibérée. Qu'en savez-vous? Je sais que le colonel 3 Brennan a découvert votre opération et que vous l'avez envoyé en mission suicide pour l'éliminer comme témoin. Je sais que l'oncle Dal a fourni des renseignements aux forces ennemies sur vos instructions. Je sais que vous avez utilisé Linda Brennan pour surveiller les activités de 3 et rendre compte de son état psychologique. Le visage de Frank est devenu blanc puis rouge de rage. Qui vous a dit cela? Est-ce important? La question est de savoir si c'est vrai. Frank Morrison a regardé son fils et a compris qu'il était confronté à un choix qui définirait le reste de sa vie, confesser ses crimes au fils qu'il a corrompu ou éliminer celui qui était devenu une menace pour sa survie. Kevin, vous devez comprendre quelque chose au service militaire. Parfois, le bien commun exige des actions qui semblent douteuses lorsqu'on les considère à travers des cadres moraux étroits. Avez-vous vendu des informations classifiées qui ont entraîné la mort d'Américains? Le silence de Frank dura exactement 37 secondes. Lorsqu'il parla, sa voix portait le ton d'un homme qui avait franchi trop de limites pour reculer. Oui. Avez-vous envoyé le colonel Brennan en mission suicide pour l'éliminer comme témoin? Oui. Avez-vous assassiné 47 soldats américains pour de l'argent? Frank termina son scotch et regarda son fils avec des yeux qui ne portaient aucune trace du père que Kevin idolâtrait. Je ne les ai pas assassinés, Kevin. J'ai simplement échoué à empêcher leur mort alors que cela aurait nui à mes intérêts commerciaux. Kevin sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Non pas son cœur, mais sa capacité à aimer l'homme qu'il avait élevé. Tu es un traître. Je suis réaliste. L'armée ne récompense ni l'intelligence ni l'initiative, Kevin. Elle récompense le conformisme et le politiquement correct. J'ai trouvé un moyen de monétiser mon expertise tout en faisant progresser ma carrière. En trahissant ton serment et en tuant des soldats américains. Frank se leva, son mouvement soudainement prédateur. En assurant la sécurité financière de ma famille grâce à des sources de revenus créatives qui ne nuisaient à personne qui m'était cher. Kevin réalisa que son père cherchait le pistolet qu'il gardait dans le tiroir de son bureau. Papa, ne fais pas quelque chose que tu pourrais regretter. La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir confié des informations que tu n'es clairement pas assez mûr pour gérer. La main de Frank se referma sur l'arme. Tu vas oublier cette conversation, Kevin. Tu vas m'aider à transférer cet argent, puis tu retourneras à West Point et tu n'en parleras plus jamais. Et si je refuse? Le sourire de Frank était froid et calculateur. Ensuite, tu rejoindras le colonel Brennan au cimetière, et je rapporterai que tu es mort dans un tragique accident pendant les vacances de printemps. Kevin regarda son père et réalisa qu'il était confronté au même choix que 3 Brennan, se soumettre à la volonté de Frank Morrison ou riposter. Papa, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Kevin sourit et Frank Morrison vit dans cette expression quelque chose qui le glaça. Le colonel 3 Brennan n'est pas mort. Il a écouté chaque mot que tu viens de dire. La porte d'entrée explosa vers l'intérieur et le monde de Frank Morrison prit fin à jamais. Chapitre 9. Justice pour les morts. Frank Morrison se tourna vers le bruit du bois qui s'ébranlait, son pistolet à moitié dégainé, tandis que 3 silhouettes franchissaient sa porte d'entrée avec la précision fluide d'une équipe d'assaut coordonnée. Impossible de distinguer la silhouette de tête, 3 Brennan, supposé mort depuis 3 semaines, bien vivant, tenant un fusil de combat avec une familiarité éprouvée. Lâche ton arme, Frank. La voix de 3 portait l'autorité calme d'un homme qui avait déjà tué et qui tuerait à nouveau sans hésiter. Votre fils porte un gilet pare-balles, mais pas vous. Frank Morrison regarda tour à tour son fils, qui s'était écarté de la ligne de tir potentielle, et le fantôme de 3 Brennan, qui avançait avec 2 autres hommes que Frank ne reconnut pas. La situation tactique était désespérée. Il était en infériorité numérique,
et face à des agents qui avaient manifestement planifié cet assaut avec minutie. Colonel Brennan, vous êtes censé être mort. D'après votre plan, je devrais l'être. Selon la réalité, votre équipe de nettoyage a tué 2 agents des services de renseignement afghans sous les yeux de Dal et moi, à bonne distance. 3 fit un geste vers la deuxième silhouette. Frank, voici ton frère, Dal. Bien vivant, impatient de discuter affaires familiales. Dal Morrison apparut dans la lumière, vêtu de civil, mais armé d'armes militaires. Bonjour, Frank. Il faut qu'on parle. La troisième silhouette était le sergent-chef Rico Vega, qui surveillait les environs de Linda Brennan tout au long de l'opération. La maison est sécurisée, colonel. Les voisins sont dégagés et nous avons des contre-mesures électroniques activées. Frank explora les scénarios d'évasion possibles et n'en trouva aucun. Sa maison était encerclée. Son fils l'avait trahi et il faisait face à 3 soldats des forces spéciales qui préparaient visiblement cet affrontement depuis des semaines. « Que voulez-vous » demanda-t-il. 3 tendit une tablette à Kevin. « Nous voulons que vous observiez les conséquences de vos actes. » Kevin, lancez la première vidéo. L'écran de la tablette se remplit d'images d'une attaque de convoi en Irak. Frank l'a reconnu immédiatement. L'opération Rose du désert, qu'il avait compromise en vendant les informations sur l'itinéraire aux forces insurgées, montrait des soldats américains mourir dans des explosions et des tirs, leurs cris étant audibles par-dessus le bruit des armes automatiques. 17 Américains ont péri dans cette attaque, raconta Troy. La plus jeune avait 19 ans. Le soldat de première classe Sarah Martinez était dans le pays depuis 6 semaines. Elle économisait pour suivre des cours d'infirmière. Kevin observait le visage de son père pendant la vidéo, sans y déceler aucune trace de remords ni de regret. Frank Morrison observait les images avec l'intérêt détaché d'un homme examinant des exercices tactiques. La vidéo suivante, commandée par Troy, montrait les conséquences du raid raté contre la planque terroriste à Kandahar. Les corps de soldats américains gisaient éparpillés dans une cour transformée en champ de bataille, car l'ennemi savait exactement quand et comment l'assaut commencerait. 12 Américains sont morts parce que vous avez prévenu l'ennemi 12 heures à l'avance. 3 poursuivis, le sergent-chef Michael Rodriguez a laissé derrière lui 3 enfants de moins de 10 ans. Ils ont visionné 18 vidéos distinctes, chacune montrant les conséquences directes de la trahison de Frank Morrison. Des soldats morts dans des embuscades, des convois détruits par des explosifs placés avec précision, des planques transformées en pièges mortels parce que l'ennemi avait reçu des renseignements détaillés sur les opérations américaines. À la fin de la dernière vidéo, Troy fixait Frank Morrison d'un regard impitoyable. 47 morts confirmés. Le nombre réel est probablement plus élevé, mais nous ne pouvons documenter que les cas où vos renseignements ont directement entraîné des pertes. La voix de Frank était ferme malgré les circonstances. Vous ne pouvez prouver aucun lien entre mes activités de conseil et ces incidents. Dal sortit un enregistreur et appuya sur lecture. La voix de Frank emplit la pièce. L'itinéraire du convoi doit être ajusté pour éviter le placement de I que vous avez signalé. Assurez-vous que l'itinéraire alternatif les mène au poste de contrôle où vos hommes sont positionnés. Je veux que cela ressemble à une activité insurrectionnelle classique, et non à un assassinat ciblé. Nous avons 37 heures de conversation enregistrée, expliqua Dal. Chaque transaction, chaque ordre, chaque discussion sur les détails opérationnels, vous les avez vendus aux forces ennemies. Kevin regarda son père avec un dégoût non dissimulé. Vous les avez tués pour de l'argent. Je n'ai tué personne, répondit Frank. J'ai simplement fourni des informations à des partenaires commerciaux qui les ont utilisées à leur guise. Troy s'approcha, son fusil toujours pointé sur Frank. Vos partenaires commerciaux ont utilisé ces informations pour assassiner des soldats américains. Vous êtes directement responsable de leur mort. Même si c'est vrai, vous n'y pouvez rien. Vous êtes censé être mort, Brennan. Toute preuve que vous présenterez sera rejetée comme fabriquée. Tout témoignage que vous ferez sera discrédité. Vous avez détruit votre propre crédibilité en simulant votre mort. Troy sourit et Frank Morrison réalisa qu'il avait commis une erreur fondamentale dans le calcul de la stratégie de son adversaire. Frank, vous raisonnez comme un soldat. Ce n'est pas une opération militaire. C'est une enquête criminelle civile. Troy remit à Frank un mandat signé par un juge fédéral. Le FBI mène une enquête parallèle sur la base des preuves fournies par un lanceur d'alerte anonyme. Ils ont des motifs raisonnables de vous arrêter pour trahison, espionnage et 47 chefs d'accusation de meurtre.
par la fenêtre, Frank pouvait voir des véhicules du FBI encercler sa maison. Des agents en tenue tactique se positionnaient pour une opération d'arrestation coordonnée. Le lanceur d'alerte anonyme était votre fils, continua 3. Kevin a fourni au FBI des preuves de vos activités criminelles, notamment l'enregistrement de vos aveux de ce soir. Il témoignera contre vous en échange de l'immunité et de son exclusion pour son implication involontaire dans votre opération. Frank regarda Kevin avec une pointe de haine. Tu as trahi ton propre père. Tu as trahi ton pays, répondit Kevin. Tu as trahi ton serment. Tu as trahi tous les soldats qui ont servi sous ton commandement. J'ai choisi l'honneur plutôt que le sang. Le monde de Frank Morrison s'écroula lorsque des agents fédéraux entrèrent simultanément par toutes les portes et fenêtres. Alors qu'il était menotté et lisait ses droits, il regarda 3 Brennan avec l'expression d'un homme qui comprenait enfin l'ampleur de son erreur de calcul. « Et Linda » demanda Frank. Le sourire de 3 était froid et final. Linda est incarcérée dans une cellule fédérale, accusée de complot en vue de commettre une trahison et de complicité de 47 chefs d'accusation de meurtre. Elle passera le reste de sa vie en prison fédérale, à condition qu'elle survive assez longtemps pour être jugée. Elle est enceinte. Elle était enceinte de votre enfant alors qu'elle était mariée avec moi. L'enfant naîtra en prison et sera placé en détention fédérale. Linda ne retrouvera jamais la liberté. Alors que les agents fédéraux conduisaient Frank Morrison vers les véhicules qui l'attendaient, il se retourna vers 3. Tu as tout détruit. Non, Frank, tu as tout détruit. Je me suis juste assuré que tu comprenais le prix à payer. 3 mois plus tard, Kevin Morrison obtenait son diplôme de West Point avec mention et était nommé sous-lieutenant dans le corps des ingénieurs de l'armée. Il demanda une affectation en Afghanistan, où il passerait 2 ans à construire des infrastructures pour protéger les soldats américains des attaques que son père avait permises. Dal Morrison disparut dans la communauté du renseignement civil, où son expertise en opérations antiterroristes fit de lui un atout précieux pour les organisations qui préféraient rester anonymes. Linda Morrison fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation et condamnée à la prison à vie fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a donné naissance au fils de Frank Morrison dans un établissement médical pénitentiaire et ne l'a jamais revu. Frank Morrison a été reconnu coupable de trahison et de 47 chefs d'accusation de meurtre. Il a été condamné à mort par injection létale, une peine qui a été exécutée 18 mois plus tard au pénitencier fédéral de Terre-Haute, dans l'Indiana. 3 Brennan a assisté à l'exécution, assis dans la galerie des témoins, et a croisé le regard de Frank Morrison pendant ces derniers instants. Frank est mort en sachant que son plus grand ennemi lui avait survécu, et qu'il continuerait à vivre libre, tandis que l'héritage de Frank n'était que honte et trahison. Après l'exécution, 3 Brennan a disparu à jamais. Marcus Webb a continué à diriger son entreprise de conseil en sécurité à Seattle, se construisant une vie tranquille loin du monde militaire qui avait défini son existence antérieure. Mais certaines nuits, lorsque la lune était sombre et le monde silencieux, Marcus Webb se souvenait du colonel 3 Brennan et des 47 soldats américains morts parce que Frank Morrison accordait plus d'importance à l'argent qu'à l'honneur. Justice avait été rendue, mais les morts y ne trouveraient jamais le repos, et l'homme qui avait survécu pour se souvenir d'eux non plus. C'est ici que notre histoire s'achève.